Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode du podcast Open Startup. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je suis ravi de vous accueillir. Ici, je partage des conversations inspirantes avec des entrepreneurs et des acteurs clés de l'écosystème tech et entrepreneurial. Je m'appelle Guillaume Comagnac, directeur associé chez Tracteur, partenaire de premier choix pour les entrepreneurs quand il s'agit de développer des produits et services numériques innovants. Qu'il s'agisse d'applications web, mobiles, d'outils métiers ou encore d'automatisation, vous pouvez compter sur nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous offrir un épisode un peu particulier par rapport à d'habitude. Ce n'est pas une, mais 4 personnes que je reçois. Il s'agit d'un format table ronde enregistré dans les locaux de l'INRIA avec 4 profils visionnaires qui portent des projets à dimension deep tech. Ensemble, ils partagent leur parcours, leurs défis et les leçons qu'ils ont tirées sur ces dernières années. Que vous soyez entrepreneur ou simplement curieux d'innovation, cet échange vous offrira, je l'espère, de nouvelles perspectives. Alors bienvenue pour cette discussion captivante, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde avec une couleur plus deep tech. Aujourd'hui j'ai le privilège de recevoir 4 beaux invités, chacun à la pointe de l'innovation comme on dit dans les formules, dans des domaines très variés. Vous allez l'entendre, chacun à leur manière sont en train d'impacter soit l'industrie, la santé, l'éducation grâce à des avancées qui pourraient bien constituer notre futur demain. Tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir autour de la table Alison Chauveau, CEO de Petit Bout de Lumière. Si je vous demande d'imaginer les souvenirs de vos visites chez le dentiste lorsque vous étiez enfant, là, fermez les yeux, est-ce que c'est plutôt un bon ou plutôt un mauvais souvenir ? Sachez qu'aujourd'hui, avec des solutions comme celle d'Alison, les soins dentaires pédiatriques deviennent magiques pour les enfants en utilisant la réalité virtuelle pour réduire l'anxiété lors des visites. Ça permet de transformer l'expérience qui est souvent redoutée en un moment ludique et rassurant pour les plus jeunes. Alison, c'est aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup car elle a une énergie débordante. On se croise très souvent dans l'écosystème tech bordelais. Salut Alison. Bonjour. Ensuite, à tes côtés, on a Romain Futsch, CEO de Lucrum. Pour le coup, au-delà des mots innovateur, entrepreneur, moi j'ai presque envie de dire que Romain t'appartient à la catégorie des inventeurs. Enfin, dans ma bouche, c'est un compliment. La première fois que j'ai vu votre techno, je me suis dit... Ok, j'ai rien compris de comment ça a fonctionné. C'est soit de la magie, soit de la science-fiction. Et en fait, Lucrum, c'est des écrans électroniques basse consommation qui peuvent changer de couleur, afficher du texte, en tout cas transmettre de l'information grâce à une stimulation via un smartphone, par exemple. Et puis les possibilités, on en parlera peut-être, et les cas d'usage sont énormes, comme diminuer l'empreinte environnementale dans les secteurs de la logistique. Salut Romain. Bonjour. Ensuite, on a Quentin, COO et cofondateur de Optican. Quentin, je vous préviens, il va peut-être utiliser des mots comme rayonnement terahertz, mais ça ne doit pas vous faire fuir. Il va peut-être oser parler de contrôle qualité industrielle ou encore de non-conformité de produits. Là encore, restez, je vous rassure, la technologie qui se développe est passionnante. J'ai découvert ça moi en préparant l'épisode. Ça s'apparente à un scanner qui permet d'inspecter les matériaux en profondeur. Sans les toucher ni les détruire. Ça paraît peut-être pas fou dit comme ça, mais c'est une véritable révolution pour de nombreuses industries. Salut Quentin. Salut Guillaume. Et enfin, on passe au monde de la formation avec Philippe Giraudot, CEO et cofondateur de CoID. Philippe, lui, il est à la tête d'une startup EdTech qui combine sciences cognitives, informatique, pour réinventer la formation grâce notamment à la réalité augmentée. Ça permet des expériences plus immersives, plus collaboratives et donc forcément plus mémorables, impactantes. Salut Philippe. Bonjour. Merci à tous les 4 d'être présents. Les présentations sont faites alors dans ma bouche, dans mes mots. J'espère que ça vous convient. Pour démarrer, en fait, j'aimerais vous lancer sur... Vous avez des profils assez scientifiques, de chercheurs, doctorants pour la plupart. Dans l'imaginaire, c'est pas toujours relié à l'entrepreneuriat. J'aimerais savoir chez chacun de vous qu'est-ce qui a été le point de départ, parce que il me semble même qu'il y a certaines personnes qui se disaient anti-startup, n'est-ce pas Philippe? Raconte-moi comment t'es passé de je suis anti-startup à je monte ma startup. Ouais.
En fait, ouais, je dis souvent que j'étais anti-startup pour une bonne et simple raison, c'est que je comprenais pas pourquoi on mettait autant d'argent dans les startups, mais j'ai compris qu'après, que c'était une bonne solution pour valoriser ce qu'on faisait. En fait, à la base, moi, je suis donc doctorant à INRIA, j'ai fait ma thèse à INRIA Bordeaux, et à la fin de ma thèse, j'ai voulu continuer à essayer de valoriser, continuer à faire des recherches sur ce que je faisais et valoriser en fait la technologie. Donc c'était une technologie de réalité augmentée un peu particulière. On utilise des vidéoprojecteurs pour projeter du contenu sur la table et ensuite ce contenu est rendu interactif par des feuilles de papier, par des objets 3D ou nos mains. Technologie un peu particulière qui n'existe pas vraiment dans le monde hors académie, assez compliqué à déployer et donc il n'y avait pas 36 manières de faire si on voulait pousser ça dans la société. C'était de monter une boîte. Et là, en fait, au début, j'étais un petit start-up, mais après, j'ai vite très rapidement compris que c'était un peu l'étape obligatoire et j'ai changé très rapidement, dans le bon sens, bien sûr, mon mindset pour aller vers l'entrepreneuriat qui est en fait, pour moi, très similaire de la recherche. Ok. Et c'est un sentiment qui est partagé. Quentin, par exemple, est-ce que c'était quoi ton regard sur l'entrepreneuriat au départ, avant d'y plonger vraiment ? En toute honnêteté, j'avais pas spécialement de regard, je connaissais pas forcément ce qu'était l'entrepreneuriat. C'est plutôt à la fin de ma thèse, lorsque j'ai eu l'opportunité en fait de me confronter plutôt à la réalité de l'industrie, que je me suis dit qu'il y avait des belles choses à apporter, et c'est plutôt comme ça que j'ai passé le pas, l'effervescence cérébrale un petit peu qui était permanente, que je retrouvais peut-être un petit peu moins dans l'environnement laboratoire, en tout cas pour ce qui me concerne. Ok. Romain, de ton côté, est-ce que il y avait aussi des attentes ou des a priori par rapport à l'entrepreneuriat ? Est-ce qu'il y avait aussi potentiellement dans ton entourage ce qu'on appelle des rôles modèles ou des gens qui avaient entrepris qui pouvaient aussi te faire croire que c'était une voie possible ? En fait, de mon côté, j'ai toujours pensé à ça depuis que j'ai commencé mes études. Je me suis dit, ça serait bien de créer quelque chose. Puis en fait, j'avais gardé ça un peu dans le coin de ma tête sans forcément trouver absolument l'idée. Il fallait pas que je me dise absolument, faut que j'entreprenne. Et puis effectivement, pendant la thèse, on a développer la technologie, on a quand même réussi à avancer assez bien dans ces écrans basse consommation, à franchir quelques jalons techniques, et à la fin on s'était dit ok, mais si on fait rien, finalement ça va être encore une technologie qui va rester dans un tiroir de laboratoire et il va jamais rien se passer. Et puis on se disait il y a quand même beaucoup d'opportunités que j'avais pu tester un peu en participant à des salons même pendant ma thèse, et c'est là où je me suis dit c'est parti, on tente. Par rapport effectivement au côté avoir des modèles, je pense que c'est hyper important. Alors, personne dans ma famille, et puis il y a quelques années, j'avais personne dans mon entourage proche, mais finalement, c'est avoir des amis, au fur et à mesure rencontrer des personnes dans ce milieu-là, c'est effectivement, ça pousse à aller vers le haut. Cool. Alison, ton parcours, lui, je suis très content d'avoir autour de la table parce que, contrairement à ces messieurs, t'es pas passé par la case forcément thèse. T'en as pas moins eu une formation qui est assez tournée vers les sciences, et t'as passé aussi beaucoup de temps terrain à dialoguer avec beaucoup de professionnels de santé, de scientifiques, etc. Toi, au contraire, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'était très très tôt une voie qui était quand même possible. Enfin, depuis aussi longtemps que je te connaisse, je t'ai toujours vu avoir une posture d'entrepreneur. Alors oui, effectivement, moi je voulais pas faire de thèse en contrepartie par rapport à vous. Je suis quand même issue de biologie neurosciences comportementales, mais faire du laboratoire, de la recherche, être pas en contact avec les gens, c'était quelque chose qui pour moi n'était pas possible, on va dire, dans ma façon d'être. Et j'avais cette problématique en fait de prise en charge des soins des enfants qui était quand même très ancrée depuis longtemps. Pour moi, ça a été une évidence et la solution justement de partir dans l'entrepreneuriat. Donc en fait, j'ai fait de la recherche et développement, mais a posteriori de mes études et un peu toute seule au début. Après, j'ai été accompagnée par Chrysalink notamment ou d'autres structures d'accompagnement. Mais c'est vrai que moi, le parcours complètement à l'inverse de vous. C'est pas que j'ai fait ma thèse et après, j'avais un produit ou une idée, donc on y allait. J'ai commencé mes études, je me suis dit que je voulais pas faire de recherche, j'avais ce qui m'animait et j'y suis allée de manière un petit peu
archaïque au début. De toute façon, je ne sais pas si... Enfin, certainement qu'il existe des définitions qui sont assez partagées sur la dimension de deep tech, mais de ce que moi j'ai entendu d'assez intéressant, c'est que c'est une startup qui travaille sur une innovation qui peut faire l'objet d'une publication dans une revue scientifique. Et là-dedans, en fait, il y a parfois des gens qui ne sont pas passés forcément par une thèse, etc., mais c'est en faisant le chemin que finalement ils arrivent à se dire ok, là on peut intégrer quelqu'un qui va travailler sur le sujet pour le formaliser et faire une publication. Chacun là de vous, est-ce qu'il y a eu aussi cette phase de valorisation peut-être de cette propriété intellectuelle qui a été construite avant même la constitution de la société? Romain, je t'ai vu hocher de la tête. Ouais, il y a d'abord eu le volet on valide ça d'un point de vue scientifique, etc. Et après, on crée la société. Ouais, tout à fait. C'est vrai que nous, on est passé par une phase où, en fait, si on n'avait pas eu de brevet via l'université pendant ma thèse, je pense qu'on n'aurait pas eu tous les financements qui vont bien et qui nous ont permis de démarrer dans un premier temps. Donc, c'était hyper important pour l'Uchrome d'avoir ça dans un premier temps. Ok. Quentin, toi, je t'ai vu pour le coup plus lever la tête au ciel en disant oh là, cette question je sais pas, je m'y étais peut-être pas posé. Non, je m'y attendais ça. pas spécialement. En fait, nous, quand on a démarré la société, on n'avait pas de propriété intellectuelle. Okay. On avait des idées, mais c'est aussi en partie parce que la technologie qu'on déploie chez Optican, c'est une technologie qui peut s'adresser à beaucoup de secteurs industriels. C'est un peu tout azimut et on n'avait pas encore forcément la vision idéale du produit pour tel marché. Ouais. Donc on n'avait pas cette possibilité de breveter et de valoriser la propriété intellectuelle peut-être aussi facilement que toi, Romain. Ouais. En fait, on y reviendra après aussi sur les aspects de trouver peut-être sa niche ou son secteur pour commencer, parce que vous êtes forcément sur des innovations qui peuvent avoir un large impact. Toi, Philippe, ça a été assez clair quand même qu'avec ce que vous utilisiez comme outil, forcément, vous étiez sur des choses collaboratives et donc forcément sur de l'éducation, de la formation. C'était assez clair dès le départ. Alors, c'était très clair au début, puisque en fait mon projet c'était un projet de recherche en numérique éducatif, donc l'idée c'était de déployer de nouveaux environnements, d'aller au-delà du clavier écran souris dans les salles de classe et aller proposer une nouvelle manière de collaborer sans passer par les ordinateurs traditionnels. Et ça on cherchait à le déployer dans le milieu scolaire. Et donc naturellement j'ai intégré l'INRIA Startup Studio, on a plongé sur cette problématique. Ok, on a une technologie, à la base on pensait ok, on a un produit, donc maintenant on essaye de le vendre, sauf qu'en fait on apprend vite qu'on n'a jamais un produit à partir d'une technologie, c'est juste une toute petite brique. Mais en fait devant la complexité de ce milieu-là, les techs, l'éducation, vendre une solution technologique qui est pas forcément très mature ou installée. Ouais, mature et puis surtout un peu cher. Pour le milieu de l'éducation, on a cherché à se diversifier, à aller voir ailleurs. Et par exemple, nos premiers clients qu'on n'a pas démarchés, qui sont venus nous voir, eux, certes, ils viennent de la formation. Ils font de la prévention prévention de sécurité au travail, okay. Mais c'est eux qui sont venus nous voir et on n'avait pas forcément pensé à eux, on n'avait pas forcément pensé à ce marché. Donc l'innovation, on part avec quelque chose parce que notre projet de recherche ou parce qu'on a pensé à aller vers ce milieu-là naturellement, mais on se rend compte qu'une technologie peut s'appliquer effectivement à beaucoup de champs. Et le plus dur, c'est de trouver le bon marché. Mais aussi de rester suffisamment ouvert pour dire ok, là il y a des personnes qui sont prêtes à m'acheter mon produit et donc potentiellement changer pas mal de choses dans la techno pour aller vers ce milieu-là, quoi. Ouais, ça me fait penser, je vais peut-être te renvoyer la balle aussi, Quentin, vu que tu disais ça, que vous aviez pas mal itéré finalement. Est-ce que justement le background, l'expérience un petit peu de recherche où c'est beaucoup d'essais-erreurs et de dire ça on a testé, ça fonctionne pas, on passe à une autre. Est-ce que ça aide finalement dans l'aspect presque commercial de la partie produit, ou en tout cas de la structuration de son offre?
Parce que, à l'inverse, moi, parfois, sur des entrepreneurs plus qui ont des SaaS, des projets plus de marketplace, ils ont une vision qui est très arrêtée. Et finalement, quand le marché n'est pas rencontré, ils vont forcer. Et peut-être qu'ils ce seront pas, justement, comme le disait Philippe, assez ouverts. Ou en tout cas, ils n'auront pas eu fait le deuil. Après, c'est peut-être des questions d'ego, j'en sais rien. C'est peut-être propre à chacun. C'était quoi pour revenir au sens premier de la question, désolé, j'ai digressé, mais est-ce que ce passif-là, ce background de recherche, il a aidé aussi Je dirais que dans un premier temps, il peut aider à structurer l'approche technologique, mais ça peut être également un piège. Je sais que nous, à chaque fois qu'on essayait de mettre au point une solution pour un problème industriel qui avait été fléché, si ça ne fonctionnait pas du premier coup, on se disait « Ah oui, mais si !» Et on essaye, et on itère. Mais en fait, l'itération, elle n'a pas de fin. Et donc, il faut à un moment quand même, malgré tout, être pragmatique et se dire, ma technologie, en tout cas, elle ne permet pas de répondre à ce besoin-là. Et ça, c'est pas évident. Tu parlais d'ego, et je suis assez d'accord, c'est qu'à un moment, finalement, on se retrouve face à soi-même et on se dit, je me suis peut-être trompé. C'est pas grave. On trouvera un autre milieu industriel sur lequel déployer. Mais c'est pas toujours un point positif en fait, parce que dans la recherche on a du temps, ce qu'on n'a pas forcément quand on entreprend. Alison, tu as énormément opiné du chef durant les 2 dernières prises de parole. Ton retour d'expérience de ton côté sur le fait de trouver peut-être le bon endroit où déployer son innovation et le temps peut-être que ça prend, les contraintes que ça peut susciter. En soi, la complexité qu'il va avoir, c'est d'avoir une idée et de la formaliser, on va dire, de manière matérielle. Parce qu'une idée, tout le monde peut dire oui, c'est génial, mais ça va dépendre de en soi, le porteur de projet et comment ça va être mis en œuvre. À côté de ça, y a les aléas de la vie qui font qu'on peut arriver à mettre en place une techno. En deep tech, on est quand même sur de la techno qui a un coût. Donc arriver à avoir un premier produit le plus rapidement possible, alors avec de grands guillemets bien sûr, parce que c'est dépendant de plein de choses, et les mettre dans les mains justement des utilisateurs pour pouvoir justement itérer, mais itérer pas de manière indéfinie non plus, parce qu'un produit ne sera jamais parfait et toujours perfectible en soi, et à un moment il faut arriver à se mettre des œillères, ce qui est aussi très compliqué, et se dire cette fonctionnalité elle est super chouette, mais ce sera pas pour tout de suite, parce que oui, les clients la demandent, mais ça leur permet pas d'un point de vue nécessaire, en fait, ils restent quand même clients s'ils n'ont pas cette fonctionnalité-là, donc on continue comme ça, et c'est tout un jeu d'équilibre où, même si je suis pas de base issue de la recherche, en fait, dans la façon dont la boîte a été créée, dans la façon dont on travaille les produits, on est toujours rappelé par... on continue à développer, non, il faut qu'on s'arrête, on continuera à développer plus tard, et c'est un jeu qui est assez complexe. Romain, quand dans mon intro je disais que vous apparteniez aux inventeurs, etc., c'est qu'il y a beaucoup de méthodes, de playbook dans le monde startup plus peut-être hors deep tech qui disent démarrer avec un problème, pensez pas tout de suite à une solution ou à une innovation. J'ai le feeling, et je te vois sourire, que vous, pour le coup, il y a quand même eu, ok, on a une innovation, on a une solution. Maintenant, c'est l'effet inverse. C'est à quel marché on l'adresse, comment on va le transformer d'innovation en produit, comme on le disait plus tôt. Exactement, et c'est encore en fait une question qu'on se pose finalement à Lucrome, c'est de se dire on a quelque chose, on a un produit maintenant, où est-ce qu'on l'applique, où ça va être rentable, où est-ce qu'on va pouvoir le faire en millions d'unités, où est-ce que ça va être le plus utile, etc. Parce que à la base, on est vraiment, je pense que c'est un peu de l'insouciance aussi quand on pense un peu aux autres porteurs de projets, de se dire que effectivement on part finalement du côté un peu inverse, mais on voyait que via nos concurrents, via d'autres entreprises même qui proposaient pas exactement la même solution que nous, mais il y avait quelque chose, on pouvait en faire quelque chose. Et quand on présentait finalement Lucrome, les personnes nous disaient ah oui, mais en fait on pourrait l'appliquer là-dedans, ou on pourrait l'appliquer là-dedans. Donc à la base, en fait, on était vraiment parti sur une solution en fait anti-contrefaçon, mais ça n'a jamais vraiment été réfléchi. En fait, ceux qui portaient le projet donc
à l'université, en fait, imaginaient ça, ou les industriels avec eux imaginaient ça sans vraiment challenger cette idée. Ils participaient pas à des salons, ils n'allaient pas voir finalement des industriels ou la partie business pour vraiment présenter la chose, parce qu'il n'y avait pas de produit. Et donc en fait le fait d'avoir la thèse a permis d'avoir ce produit, d'aller me le montrer et se dire bon bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez. Finalement en fait l'anti-contrefaçon c'était pas le secteur le plus utile, et c'était de se dire bon bah maintenant il faut aller aller taper à plusieurs portes, aller rencontrer plein de personnes, un peu ce côté insouciant, inconscient, de se dire bon bah on a ça, vous en pensez quoi. Et certains vont dire bon moi je vois rien, et d'autres vont dire là, j'ai cette idée, par contre, il faudrait ça. Donc, un peu ce côté itération, comme mes confrères l'ont dit, se dire, on essaye, ok, ça mord, tant mieux, on continue. Ou alors, on essaye, ça marche pas. Et là, ce côté recherche et développement, il nous a permis, en tout cas, moi, il m'a permis de me dire, il faut être résilient, il faut des fois accepter l'échec et se dire, on recommence, etc. Pour être très pragmatique, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, est-ce qu'il y a vraiment des moments où le fait que ça marche ou que ça marche pas, il est visible? Est-ce que c'est un bon de commande, ça marche, ou c'est une poignée de main de c'est chouette ce que vous faites? Tu vois, où est-ce qu'on met le curseur et ça marche pas, c'est quoi? C'est au bout de 10 personnes qui nous disent que ça marche pas? C'est au bout de 20, 30? Comment vous mettez le curseur? Très difficile à répondre exactement. Alors pour la première partie, effectivement, en étant assez pragmatique, pour moi, c'est des signatures. C'est de se dire, là, on en veut 10 pour tester, et ensuite, je vous en commande, on fait un projet de développement ensemble. C'est pas juste un peu au coin d'une table et de se dire, allez, c'est parti, on y va. Non, c'est vraiment, faut faire les choses de manière carrée. Et après, c'est plutôt en se disant, est-ce que ça mord, est-ce que les personnes finalement nous répondent au bout de 5-10 prises de contact, et au bout d'un moment en fait il faut lâcher aussi, parce que on passe parfois pour des harceleurs en fait, en se disant vous avez étudié ce qu'on vous a proposé, et puis chacun est dans son métier, donc des fois c'est difficile, et donc il n'y a pas de réponse évidente, des fois c'est vraiment du feeling. Ok. Quentin, Philippe, vous partagez aussi ce sentiment? Ouais. Moi, je voulais dire tout à l'heure, avec Romain, en fait, je connais bien Romain parce qu'on a fait IPHJ tous les deux, donc on a eu le temps de beaucoup d'échanger sur les problématiques deep tech, etc. Mais je pense que il y a un truc que moi j'ai compris tard, on nous le disait, mais j'ai compris tard, c'est qu'il ne faut pas être amoureux du produit. En tout cas, en l'occurrence, pour nous, c'est de la technologie. Et donc, il faut persévérer sans trop persévérer. Il se trouve que nous, la technologie, comme Romain, elle plaît sur un marché donné, mais on a aussi d'autres plans B, parce qu'on a aussi notre PhD à valoriser. On a fait des études. Moi, je ne suis pas expert en collaboration, mais j'ai beaucoup étudié les phénomènes de collaboration. Donc, on a aussi des idées de produits, en tout cas de technologies, qui pourraient aider à mieux collaborer, à mieux travailler ensemble, sans forcément passer par le cœur de la technologie qu'on essaie de valoriser. Donc c'est aussi se positionner et valoriser au-delà de la tech, valoriser aussi l'équipe qui, elle, a également a une valeur également, surtout pour une startup early. Ouais, carrément. Et justement, vu qu'on est là pour aussi vulgariser, etc., quand tu dis valoriser le PhD, qu'est-ce que tu entends par là pour les personnes qui ne comprendraient pas cette expression? Tout simplement, on a fait 3 ans de recherche, 4, 5 pour certains. Grâce au Covid, on a pu allonger un peu le truc. Et donc, on allait très profondément sur un sujet donné. Comme tu disais tout à l'heure, moi, j'ai un parcours entre sciences cognitives et informatique, en interface humain-machine. Et donc, j'ai pris le temps d'étudier comment on interagissait avec la machine, quelles étaient les relations entre les humains autour d'une table et l'interface, et ensuite comment l'interface peut bénéficier à la collaboration humaine. Et donc tout ça, en fait, c'est de la donnée, c'est de l'expérience. Et donc j'ai envie de dire que je pense qu'aujourd'hui je pourrais faire, avec un peu de temps et pas mal de recherche, je pourrais faire pratiquement un produit similaire à ce qu'on a fait avec Cards, la technologie de projection. Je pourrais le faire aussi avec d'autres types de technologies. Donc, il ne faut pas être amoureux de son produit, de sa tech, mais il faut savoir quel problème on va résoudre.
comment on va améliorer, en l'occurrence pour nous, la collaboration et la formation. Quentin, je te redonne la parole sur ce sujet qu'on a traité avant, de un peu, tu avais déjà commencé à répondre, mais j'aimerais aussi t'entendre sur le changement aussi de posture et le fait de sortir du bois. Tu l'as introduit tout à l'heure, on n'a pas le même temps quand on est en labo que quand on est dans le monde de l'entreprise. Comment on change cette posture-là ? Est-ce que chacun d'entre vous, vous avez parlé aussi des structures d'accompagnement, etc., des programmes qui existent aujourd'hui. Comment on endosse cette casquette-là ? J'aime à penser que ça devient rapidement une nécessité, en fait. On l'apprend par la force des choses, par le quotidien, où il faut gérer de plus en plus de choses en parallèle. On se rend très vite compte, quand on voit son compte bancaire, qu'il faut avancer. Non, mais c'est vrai que c'est rigolo. Et puis, je veux dire, on le fait dans la vie de tous les jours d'un point de vue personnel, mais c'est la même chose pour une entreprise. C'est qu'à un moment, bien qu'on ne crée pas forcément, l'un des premiers objectifs, en tout cas pour moi, c'était pas forcément de faire de l'argent, mais la réalité, c'est que faire rentrer de l'argent dans la société, c'est quelque chose qui est substantiel pour avancer. Mmh. Donc, il y a un moment, effectivement, il faut avoir cette posture-là. Il faut le comprendre, et il faut pouvoir aussi, des fois, je dirais presque se flageller en se disant... Mon côté un petit peu de chercheur, d'ancien chercheur, technicien, il faut que j'arrive à le mettre de côté pour aussi prendre en considération tout le reste. C'est-à-dire que j'ai des clients qui attendent des résultats, j'ai des clients qui attendent des fonctionnalités. C'est d'ailleurs Alison qui l'a très bien dit tout à l'heure. Des fois, il faut les mettre de côté, ces fonctionnalités, parce que sinon on n'avance pas. Mais c'est pas toujours évident de dire à un client je t'aime bien, tu me payes à manger, et puis en même temps, ce que tu me demandes, ce sera pour un petit peu plus tard parce que j'ai autre chose à faire. Donc, c'est un petit peu jongler en permanence, mais c'est une nécessité, ça s'apprend sur le terrain. Et bon, j'ai envie de dire, c'est très difficile de l'apprendre à l'école en amont. Voilà. Je te laisse le micro parce que tu disais plaire à ses clients, mais il y a aussi une autre donnée qui rentre en jeu et on a commencé à parler aussi un petit peu des sujets de financement. Il y a plaire aussi aux investisseurs. Il me semble que vous avez fait une levée de fonds l'année dernière, c'est ça ? Encore une fois, est-ce que c'est une autre posture que la posture qu'on avait par rapport aux clients ? Qu'est-ce que tu as appris aussi de cet exercice-là ? C'est complètement différent. Vendre à un client, c'est lui vendre un produit. Quand tu vends ta société à un investisseur, tu vends une vision. Et ça n'a rien à voir. Le client, il veut des fonctions, il veut une réponse technique à un problème technique, là où l'investisseur, in fine, c'est un investisseur, il veut un retour sur investissement. Alors, bon, il y a des fonds peut-être un petit peu plus variés aujourd'hui, mais le fin mot de l'histoire, c'est ça. C'est je mets de l'argent, je vais en sortir un petit peu plus. Donc il faut le convaincre que ton projet, il va permettre effectivement de réaliser cette fonction. Voilà. C'est pas évident parce que quand tu montes ta boîte, il n'y a pas que l'argent qui compte, pas que faire de l'argent. Et d'ailleurs, je le disais juste à l'instant, c'est pas le premier objectif. Le premier objectif, par exemple, chez Optican, ce sont nos valeurs, c'est avoir des clients qui sont satisfaits, une intégrité scientifique, voilà. Excellente, voilà. Ouais. Et puis avoir des salariés qui se sentent bien chez nous, et puis faire avancer la tech. Ça, c'est nos premiers objectifs et nos vraies valeurs. Et après, effectivement, ça on peut pas le dire quand on essaie de convaincre un investisseur. Peut-être en 4e position, c'est remercier les investisseurs pour leur confiance par des moyens financiers qu'on peut connaître et qui sont un peu plus courants. Alison, toi, sur les sujets de clients et peut-être par extension de financement, j'ai le sentiment que toi, tu as co-construit beaucoup la solution enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai l'impression que c'est une vraie force. Je le disais aussi en introduction, aller voir des professionnels de santé, aller parler aux enfants, mais vraiment, quoi, être dans des cabinets dentaires, à voir comment ça se passe actuellement. Qu'est-ce que tu pourrais recommander de cette expérience-là ? Parce que moi, je le recommande. Parfois, je le dis à des entrepreneurs, allez sur le terrain, allez voir vos clients potentiels, etc. On me dit oui. C'est pour ça que je te donne la parole peut-être pour inciter sur le sujet, parce que j'ai l'impression que c'est quand même encore sous-estimé, cet aspect-là. Oui, je pense que c'est complètement sous-estimé parce qu'il va y avoir au début cette peur d'aller demander. C'est pas évident de trouver des professionnels de santé qui vont nous ouvrir leurs portes, où on va être juste avec le papier et le crayon, on va regarder ce qui se passe, donc il faut quand même arriver à se présenter. Donc ça a été compliqué de passer ce cap-là. Mais une fois qu'on est entouré de bonnes personnes, c'est des petits réseaux, donc on peut avoir de la donnée assez facilement. Et aujourd'hui, si nous n'avions pas passé par cette étape-là, le produit ne serait pas du tout
tel qu'il est. Le fait est de pouvoir vraiment observer les pratiques dentaires, parce que le choix a été de se cibler sur le premier champ d'application, un champ d'application dentaire. Aujourd'hui, même la discussion qu'on peut avoir avec nos clients, qui, au final, quand on leur explique la solution, comment elle a été développée ou autre, une des premières questions qu'ils nous posent, c'est « Ah, mais t'es dentiste ?» Et là, je suis contente parce qu'au final, non, je ne suis pas dentiste. Notre associé Manon Charrier n'est pas dentiste également. Donc la troisième associée, oui, est chirurgien dentiste pour les enfants. Mais en fait, quand on discute avec les professionnels de santé, ils nous disent « Ah ben, en fait, ils nous considèrent un petit peu comme avoir cette technicité qui fait qu'on arrive à pouvoir bien cerner leurs problématiques, leurs enjeux et arriver à leur proposer un produit qui colle aux besoins. » Et pour rebondir à la question de positionnement investisseur, positionnement client, alors moi, personnellement, j'ai pas l'impression que le discours ou autre a changé, dans le sens où ce qu'on vend aussi aux clients, ça va être aussi beaucoup l'histoire, ce qu'on va vendre de la même manière qu'on pourrait le vendre à des investisseurs, et ça va être aussi la vision à plus long terme. Aujourd'hui, on est sur du dentaire, demain, l'objectif, c'est d'aller sur d'autres champs d'application, et en général, ces clients-là vont nous donner des contacts de ah, parce que moi, mon enfant, il a eu tel soin, et donc ça serait sympa à terme d'avoir une solution par rapport à ça. Et c'est aussi toute cette histoire-là qui fait que le discours entre recherche de fonds et client, alors forcément, il est un peu modifié, mais dans les grandes lignes, j'ai trouvé que c'était le même. Ok, intéressant. De toute façon, il y a plein de visions différentes. J'aimerais aussi aborder les sujets d'environnement concurrentiel. Tu avais commencé à en parler, Romain. Malgré que vous avez une innovation qui n'est pas comme les autres, il y a quand même des applications qui sont similaires à la vôtre. Comment on se positionne dans un marché où il y a des concurrents, mais ils ne font pas exactement la même chose que nous, et parce que c'est utile pour présenter son projet. Tu m'as envoyé ton pitch deck. Vous avez une slide qui est sur la différence avec vos concurrents. Comment on se positionne sur le marché ? Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez souvent. Et je pense que le plus important, effectivement, c'est de savoir qu'on en a, surtout pas le mettre sous le tapis et de dire exactement ce qu'ils font. Donc nous, clairement, en fait, notre concurrent, il nous sert d'éclaireur. Et on est très heureux qu'il soit là. Et après, il faut aussi voir, si on a dit qu'ils font la même chose, peut-être que ça ne sera pas le même discours. Si on a 20 ans de retard en termes de développement, peut-être qu'il faut revoir aussi son discours. Par contre, s'il y a quelque chose de nouveau où ils sont encore en train un peu de tâtonner et que là, ils voient on arrive à voir qu'ils trouvent des choses, des applications bien précises, c'est de se dire, est-ce qu'on le fait exactement comme eux ? Donc là, il faut vraiment trouver leur propriété intellectuelle, assister à des webinaires, même aller les voir sur des salons. Donc au début, on se faisait passer pour des universitaires qui travaillaient sur ce sujet, et puis à la fin... on pouvait glaner quelques informations comme ça. Donc effectivement, il faut constamment en fait être à l'affût de ce qu'ils postent sur LinkedIn, quelle est leur communication, etc. Pas pour les copier, mais juste simplement de savoir, ok, on n'est pas tout seul, et parfois c'est aussi bien de se dire, nous on a un stade de développement, pas que regarder ceux qui sont plus gros, mais aussi potentiellement ceux qui peuvent sortir là de l'université, etc. Et qu'est-ce que eux peuvent apporter de plus. Philippe, toi, évidemment, l'environnement concurrentiel aussi, c'est un sujet, parce qu'en plus, de ma perception, il y a, sur ces aspects de formation collaborative, etc., maintenant, t'as la concurrence avec à peu près les outils peut-être similaires de tables connectées, etc., mais il y a eu aussi le Covid qui a énormément popularisé tous les outils en ligne, type Miro, etc. Miro, Klaxoon, ouais. C'est encore peut-être un enjeu supplémentaire de se positionner par rapport à cette double concurrence. Ouais, moi je dirais qu'on a c'est pas forcément des concurrents, c'est même, on appelle ça des compétiteurs, donc des concurrents avec qui on peut aussi jouer. C'est typiquement notre cas. Nous, on est très focus sur le présentiel, la formation et le travail collaboratif en présentiel. Donc effectivement, nos concurrents, c'est tables connectées, il n'y en a pas beaucoup, les tableaux numériques, etc. Et du coup, c'est Klaxoon, Miro. Nous, quand on fait une séance de travail avec notre outil,
cards, on peut très bien balancer la séance sur Miro et ensuite elle peut être réutilisée en distanciel. Mais c'est là où effectivement on va vraiment changer la donne, c'est que nous on fait notre séance sans écran, sans clavier, sans souris, tout le monde peut se regarder, discuter, comme on fait un peu ici, on échange, et ça a beaucoup plus de valeur que ce que eux proposent. Donc, mais en même temps, on peut utiliser leur service. Donc, on a j'ai envie de dire, on a un peu créé notre compétition. Parce qu'on est arrivé, quand on a regardé un peu ce qui se passait en salle de classe, c'est soit le papier crayon, ou même l'information, soit le post-it, soit le vidéoprojecteur, mais c'est pas du tout les mêmes modalités. Donc on crée un peu on allie un peu les séances traditionnelles et les séances numériques, et donc en fonction de la situation, on a des compétiteurs différents, quoi. Top. Je te laisse peut-être aussi la main pour aborder un autre sujet. Tous les quatre, finalement, il y a une dimension physique, hardware presque, ou complètement sur chacun de vous, qui impacte forcément aussi le développement de vos outils, solutions. Clairement. Ça fait que avancer, et voilà, il y a toujours des nouveaux vidéoprojecteurs, j'imagine, dans ton domaine, des nouveaux types de scanners, laser, que sais-je, dans ton domaine aussi, Quentin. Comment on module aussi avec les avancées technologiques plus globales quand on est en train de développer et maintenir aussi un produit. Et l'IA, parce que nous on est software et hardware, en ce moment c'est vraiment le truc. On se nourrit de toutes ces avancées technologiques. J'ai envie de dire avant toute chose que le hardware c'est très dur, c'est très hard. Et donc rajouter une complexité, ça rajoute une complexité supplémentaire. Alors il y en a qui leur produit c'est que du hardware, nous c'est hardware et software. Donc on prend tout ce qui peut, en l'occurrence nous on fait plutôt de l'assemblage pour l'instant, techno, donc vidéoprojecteur, caméra, ordinateur, etc. Donc on prend toutes les avancées et on les utilise. Ce qui veut dire que vous avez cette capacité à être plutôt modulaire. On est très modulaire pour l'instant. Si demain il faut remplacer le vidéoproche par un autre qui est plus performant sur le marché, c'est possible, vous n'êtes pas dépendant de... Exactement. On a un concurrent qui lui fait un vidéoprojecteur un peu comme le nôtre, mais pas vraiment sur les mêmes marchés, donc faut composer, il y a tout le temps veille. Ouais, il faut composer, tout le temps être en veille et tout le temps essayer de proposer ce que veut le client surtout. Donc c'est surtout ça qui importe. Alison, toi aussi, parce que là, sur Petit Bout de Lumière, c'est littéralement des casques de réalité virtuelle. Alors non, t'as l'air de dire non, mais alors tu vas peut-être nous préciser, mais là on le voit, cette année il y a eu l'Apple Vision Pro qui est sorti. On sent qu'il y a peut-être aussi une sorte de renouvellement, parce qu'il y a eu les premières générations de casques et autres réalités virtuelles. Ça a un peu plafonné, ou en tout cas connu pas en tout cas un bouleversement tant qu'espéré, et là j'ai l'impression que ça reprend. Est-ce que du coup, comment toi t'as observé ça? Il a fallu à un moment donné choisir peut-être parmi tous les outils sur le marché. Comment... Mais déjà, nous, on voulait pas faire d'art parce que c'était un métier à part entière et pas du tout les mêmes enjeux. Donc l'histoire de la société a aussi été forcément impactée par arriver à avoir... alors, ça ressemble pas vraiment à un casque, c'est plutôt des lunettes pour les enfants. Avoir du hard qui soit adapté aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de réalité virtuelle pour les enfants, et je pense qu'à terme, il n'existera pas de réalité virtuelle pour les enfants à proprement parler. Donc c'était arrivé à trouver le hard qui colle à la pratique qu'on voulait faire. Et après, il y a tout ce système de veille. Il y a pas mal de contraintes. Il y a des choses qu'on sait d'un point de vue technologique qu'on veut ou qu'on ne veut pas pour l'utilisation avec les enfants. Donc il y a des casques qui sortent et qui sont exceptionnels, mais après derrière nous dans notre utilisation, ça nous servira pas beaucoup, ou alors ça fera des produits qui seront extrêmement chers pour les clients et c'est pas intéressant de l'intégrer. Mais dès le début, on a essayé de penser à un modèle un peu circulaire, parce qu'on sait que la technologie elle évolue beaucoup. On sait que notre technologie dans les cabinets elle est utilisée très régulièrement, donc il y a tous ces sujets d'obsolescence programmée, de maintenance. Quand
quand au bout d'un moment, il va falloir changer pour pouvoir avoir plus de fonctionnalités aussi. Donc là, on a fait le choix de partir sur un modèle et on sait que d'ici 18 mois à peu près, on aura un deuxième modèle, mais le premier modèle va revenir au sein de l'entreprise. On va changer avec des modèles plus performants et ce premier modèle-là pourra être redistribué de manière un peu différente dans d'autres structures. Donc on a essayé de penser en anticipant un peu ce turnover de techno qui allait arriver et avoir calé aussi tout le plan de développement. Ok, avec ce modèle-là, on sait qu'on peut faire ça, on est limité par rapport à la technologie, mais avec l'autre, on va vraiment pouvoir plus s'amuser sur d'autres choses, donc arriver à faire aussi cet équilibre entre techno et ce qu'on met dedans. Ok. Quentin, vous aussi, ça a été un sujet au moment de faire des choix d'un point de vue technique pour composer votre solution? Alors, je dirais qu'on a eu la chance d'avoir une technologie, nous, qui est assez récente, et on a pu s'inspirer de technologies de contrôle un peu plus conventionnelles et beaucoup plus établies, matures, les rayons X, les infrarouges, les ultrasons, etc., où beaucoup de configurations géométriques, structurelles, etc., avaient déjà été intuitées, imaginées et conçues pour répondre à un tas de problématiques. C'est important ce que tu dis là, je tiens quand même à faire une pause là-dessus, c'est que parfois, même si on fait une innovation de rupture, le cœur est lui très deep, quoi. Mais par contre, peut-être que l'entourage, lui, n'a pas besoin d'être révolutionné, quoi. Surtout s'il y a des standards sur le marché. Voilà, c'est peut-être quelque chose aussi à dire pour les personnes qui nous écoutent. Ça ne veut pas dire tout réinventer la roue. Parfois, c'est juste un chaînon particulier ou un rayon particulier de la roue. Oui, non mais absolument. Et puis en plus, la plupart de nos clients auraient refusé modifier l'entièreté de leur chaîne pour accueillir nos dispositifs. C'était absolument pas envisageable. C'est généralement à nous de nous adapter aux contraintes actuelles. Donc on a tout intérêt finalement à s'inspirer de ce qui existe déjà et ajouter, on va dire, nos petites grains-sel. Ok. Le temps file très vite avec vous quatre. On va bientôt atterrir sur la fin de l'épisode. J'aimerais vous entendre, chacun de vous, si c'est la fameuse question un peu traditionnelle qu'on a déjà peut-être dû vous poser, mais s'il y avait en tout cas un conseil qu'on a pu vous donner là dans les dernières années qui a été vraiment utile, ou alors une phrase que vous auriez aimé entendre il y a peut-être 3-5 ans en arrière, ça aurait été laquelle pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont cette envie d'entreprendre des projets? Romain? Merci du cadeau. Moi je dirais il faut tenter. Enfin voilà, si on apprend finalement à faire du vélo en tombant, et puis on apprend à monter une structure, à parler à des investisseurs, à parler à des clients, à améliorer la R&D en y allant. C'est pas en fait en imaginant juste des choses que ça va se passer. Il faut vraiment confronter son idée à la réalité, aller parler à des gens, pas avoir peur d'échouer en fait. Il faut tenter pour y arriver. Ok, merci pour le partage. Alison, même s'il y a forcément peut-être des choses qui vont se recouper, hein, évidemment. Effectivement, la question n'est pas si simple que ça. T'as un souvenir de quelqu'un que t'as pu rencontrer qui t'a dit un truc et tu le gardes depuis, tu vois? Alors oui, mais c'est à l'inverse. Ok. C'est-à-dire qu'à un moment, on m'a dit de toute façon, tu n'as pas fait de recherche, tu n'y arriveras pas. Et en fait, ça m'a nourri. Ça m'a nourri. Et comme donc, un antagoniste, quoi. Ouais, c'est ouais. Ok, je vais te prouver que non. C'est plus. Mais alors, pas je vais prouver que non, parce que pour le coup, là, l'ego, il est pas du tout là. Ouais, c'est que, ok, peut-être que je m'étais mal exprimée, que le projet, la vision n'a pas été comprise. Mais c'est vrai que derrière, il y a des choses qu'on retravaille, on affine un peu le discours, et quand on est convaincu. Quand on est convaincu et qu'il y a plusieurs choses qui ramènent à cette idée-là, alors oui, il faut tenter. Hein. On apprend à faire du vélo, on apprend à marcher en tombant. C'est un peu simple comme réponse, mais oui, il faut tenter, il faut s'écouter et pas forcément écouter tout le monde au début.
C'est marrant parce que tu as dit faut s'écouter et faut montrer en montrant ton ventre, et on dit parfois que ça vient des tripes d'entreprendre. Philippe, est-ce que de ton côté il y a un conseil particulier qui t'a été utile sur les dernières années? Ouais, ne pas être amoureux de son produit, être amoureux du problème. Je pense en particulier quand on fait de la deep tech et qu'on sort comme mon cas en fait. Dans mon cas, on sort d'un labo avec une tech, on se dit il faut arriver à... Non, t'es amoureux du problème d'abord, et ensuite si vraiment la tech elle résout le problème, ça va se faire naturellement. Donc faut pas forcer les choses. Alors il faut être têtu un peu, clairement, mais il faut aussi savoir écouter le marché, parce que le marché c'est pas la recherche. Donc on a peut-être une idée brillante, ça marche peut-être sur le papier, on a fait plein de papiers de recherche et on a eu plein de résultats positifs, mais si le marché ne veut pas, il veut pas. Ok, merci, très instructif. On aura compris parce que tu l'as répété plusieurs fois, et c'est vrai, c'est important. Quentin, pour clôturer ce tour de table avec cette question. Quelque chose qui est arrivé sur le tard, mais qui m'a marqué, c'est l'attractivité n'est pas synonyme d'exploitabilité. Tu peux avoir un marché énorme avec des volumes de fou, mais le temps nécessaire pour arriver à l'attaquer est tellement incommensurable que finalement c'est une très mauvaise idée. Voilà. Donc si tu as une super solution pour t'attaquer à un truc qui est gigantesque, sur le papier ça peut être super attirant, mais en réalité en fait ça peut être un piège. Voilà. Hyper intéressant. C'est vrai qu'il y a un papier qui existe, j'ai perdu le nom de l'auteur, mais c'est Start with Niche, etc. Enfin, en tout cas je crois que c'est le titre de l'article, et qui dit c'est pas grave de commencer sur une petite verticale finalement, parce que tu vas pouvoir mettre en place peut-être tous tes processus, toutes tes méthodes, etc. Et c'est plus facile de le dupliquer plutôt que d'essayer de créer quelque chose, comme tu le dis, qui est pour un grand ensemble. Je vous remercie beaucoup pour tous ces partages, cette fluidité aussi de conversation. Qu'est-ce qu'on peut est-ce que vous avez une actu à nous partager, ou est-ce qu'on peut envoyer les gens qui veulent en savoir plus sur vous? Est-ce qu'il y a une actu, ou alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour l'année à venir? Quentin? Bon, j'en profite puisqu'on vient de déposer un brevet, on en parlait au début, comme ça me permet de clôturer, qui je pense en fait être la caméra terahertz la plus rapide aujourd'hui qui a été conçue, donc on en parlera très très prochainement, mais voilà, la primeur est pour toi. Cool, merci et félicitations. Philippe? Moi je l'ai déjà dit, on a eu nos premiers clients, donc bonne première actu pour nous. On a un an d'existence, donc c'est cool de trouver les clients assez vite, surtout pour une deep tech. Donc creuser le sillon si on peut me souhaiter ça, c'est creuser le sillon de ce marché-là qu'on a trouvé, et d'avoir le plus de clients possible. Je pense que c'est ça ce qui est le plus important pour une entreprise. Du coup, on se reparle l'année prochaine avec combien 10, 20, 30, 50 clients? Une vingtaine, ce serait bien. Cool, c'est ce qu'on te souhaite. Romain? De mon côté, on est en train de construire un outil industriel là en ce moment, donc j'espère que ça sera bientôt prêt d'ici octobre. On espère également clôturer une première levée de fonds. Les choses avancent, et il y a encore un peu de travail, et on commence aussi à avoir des personnes qui rejoignent l'entreprise. On a pour ambition d'être 5 à la fin de l'année, donc un peu l'actu, et également une première production chez un de nos clients partenaires, donc j'espère que ça va pouvoir se faire dans les bonnes conditions. C'est tout ce qu'on te souhaite. Alison? Au niveau des actus, on va avoir deux profils qui vont rejoindre l'entreprise. Donc ça, c'est assez chouette. Et on travaille aussi sur une version, on va dire, un peu plus ado, un peu plus gamifiée, pour coller et répondre un peu plus à plus de demandes. Donc c'est plutôt intéressant pour la suite. Et si j'ai un enfant qui doit aller chez le dentiste, comment on sait quel cabinet... Alors pour l'instant, on n'a pas référencé les cabinets de manière mappée. Mais c'est un projet peut-être à terme, ou... On va voir si on peut le faire d'un point de vue... On ne peut pas faire de publicité d'un point de vue médical. Très bien, ouais. Mais par contre, si vous voulez nous suivre sur le site, sur la page Instagram Petit Bout de Lumière, si vous nous envoyez un message et vous nous demandez une localisation... Oui, de manière privée, c'est possible. On pourra se permettre de pouvoir... effectivement. Ok.
Merci infiniment à tous les quatre. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'espère que vous aussi. Je vais suivre avec attention la suite pour chacun de vous. On vous retrouvera pour certains durant la prochaine édition de Open Startup. Je l'espère, pour que les plus curieux puissent venir à votre rencontre et puis pousser peut-être plus loin les conversations avec vous, voire tester et avoir des démos de chacun de vos produits. Avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à quelques actions. Partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Les idées discutées aujourd'hui, ça pourrait inspirer ou aider quelqu'un d'autre. Envoyez-moi aussi vos retours. C'était un format nouveau sur ce format table ronde, donc je suis preneur de vos commentaires. Évidemment, abonnez-vous pour pas manquer les prochains épisodes et les annonces de fin, mais vous êtes habitués. Et puis laissez une note 5 étoiles, là je compte sur vous. C'est un petit geste, mais ça aide énormément à faire connaître ce podcast. Et enfin, pour terminer, je tiens chaleureusement à remercier l'INRIA de l'Université de Bordeaux, qui soutient l'innovation, qui contribue activement à l'écosystème technologique. Merci tout particulier à toi, Mathilde Saller, pour avoir facilité la mise en place de cette table ronde. Je mettrai également toutes les informations sur l'INRIA, son Startup Studio. Ils font des choses formidables. Vous allez aller voir ça. Et puis un grand merci également au studio d'innovation Tracteur, qui accompagne les startup tech dans leur développement produit, de la vision au lancement. Sans Tracteur, tout simplement, il n'y aurait pas d'initiative comme le projet Open Startup et ce podcast n'aurait pas vu le jour. À bientôt pour d'autres épisodes. Prenez soin de vous, continuez à innover, à avoir des idées et puis à très bientôt.